Les scènes post-crédits sont aujourd'hui devenues indissociables des films à grande franchise. C'est l'élément qui permet de faire avancer un univers d'un film à l'autre dans un monde étendu. Entre celles qu'il ne faut absolument pas spoiler, celles qu'on balance 3 jours après la sortie pour mieux vendre le film, et celles qui te vendent du rêve même si elles ne mènent à rien. Au point d'être considérées comme un marqueur de bons ou de mauvais films. Et selon moi, c'est l'un des problèmes majeurs de l'univers Marvel. Parce que cette signature très marquée qui a accompagné les heures de gloire du studio, et que pas mal de licences ont essayé de copier sans jamais y arriver, est peu à peu devenue une prison. Et le public, lui, est devenu super critique. Ce qui à la base est censé être un bonus, devient désormais un pan indispensable au film qui doit permettre enfin de faire avancer l'histoire globale. Mais comment blâmer le public ? C'est Marvel qui, ces dernières années, a isolé chaque histoire, et qui tente, comme il peut, de hyper dans les dernières secondes. Sauf qu'aujourd'hui, Marvel a perdu cette magie des post-crédits, et se sent obligé de teaser à chaque film le renouveau d'un univers qui ne vient jamais. Et pourtant, tout avait si bien commencé, avec Nick Fury qui débarque pour annoncer à Tony Stark qu'il n'est pas le seul. À l'époque, c'était tout simplement un coup de génie, une promesse de continuité qui laissait entrevoir le grand MCU des Avengers. Mais alors, comment on en est arrivé là ? Eh bien, c'est ce qu'on va analyser dans cette vidéo. Des heures de gloire d'un MCU parfaitement huilé à l'engrenage défaillant du multivers, comment Marvel a transformé une recette magique en ressort industriel qui ne touche plus personne. Et surtout, comment ils pourraient enfin redonner aux scènes post-crédits leur lettre de noblesse. Vous l'avez compris, dans cette vidéo, on va ratisser large. On va encore une fois parler des projets passés, présents et potentiellement futurs du MCU. On entre donc dans la spoiler zone, zone de tous les dangers. Vous êtes avec Kevin Buckhardt, le théoricien préféré de ton public critique préféré. Générique. Vous commencez à le savoir, je suis toujours à la recherche d'un bon plan pour une voiture. Et vous savez à quel point c'est galère aujourd'hui d'acheter une voiture d'occasion. Que ce soit avec un particulier, mais aussi les garages qui ne sont pas toujours très honnêtes sur l'histoire du véhicule. Mais ça, c'était avant de découvrir Car Vertical, qui vient de révolutionner le game. Car Vertical te permet, avec un simple code VIN ou une plaque d'immatriculation, de voir tout l'historique de n'importe quelle voiture d'occasion. Dans plus de 30 pays, et basé sur plus de 900 bases de données, dont par exemple celle du ministère de l'Intérieur. Et fini, tu ne peux plus te faire avoir. Attends, je te montre. Par exemple, je suis tombé sur cette annonce. Une Volkswagen Golf GTI de 2022 pour vraiment pas cher. Et c'est normal, puisqu'elle est complètement explosée à l'avant. Mais en vrai, il y a peut-être moyen d'en tirer quelque chose. Bon, je rentre la plaque d'immatriculation du véhicule et on va voir ce que ça donne sur Car Vertical. Bon, compteur kilométrique, ok, statut légal, ok, et dommage requiert mon attention. Tu m'étonnes. Qu'est-ce qui lui est arrivé à cette voiture ? Première immatriculation, juin 2022, et accident, septembre 2022. Et racheté en octobre 2022. En gros, elle a fait l'été 2022 et depuis, plus rien. Par contre, je comprends pas trop parce qu'elle a continué à faire des bornes. Chelou. Bon, déjà, le rapport m'indique que c'est pas une épave. Mais bon, si personne n'a mis un billet dessus depuis 2022, c'est que vraiment elle doit être irrécupérable. Bon, avec ce cas-là, au moins, je suis sûr que je manque rien. Malgré un prix qui était vraiment intéressant. Mais je vous rassure, dans la plupart des cas, le but est de trouver un rapport rassurant. Et si jamais Car Vertical ne trouve aucune information sur le véhicule que vous cherchez, alors il vous rembourse ce crédit que vous pouvez réutiliser dans les 6 mois. Et si je vous parle de ça, c'est parce que, évidemment, c'est un outil incroyable, mais surtout parce qu'il y a un bon plan. En utilisant le code Buckhardt au moment de payer, vous bénéficiez de moins 20% de réduction. Parfait pour éviter le stress du marché de l'occasion ou pour connaître l'historique de ta voiture actuelle. Et attention, vous pourriez ne pas aimer ce que vous allez trouver. Bref, le lien est en description et en premier commentaire, et nous, on retourne à notre vidéo. L'histoire des post-crédits. Quand on parle des scènes post-génériques, on pense forcément aux super-héros, et plus particulièrement à Marvel. C'est ce studio qui a transformé ce qui n'était qu'un simple bonus pour les geeks curieux en un véritable phénomène de société. Je sais pas vous, mais moi, je juge carrément les gens qui quittent la salle avant la fin du générique. Même si franchement, je sais bien qu'en ce moment, ça va forcément être nul. Mais bien avant la fameuse scène de Nick Fury dans Iron Man en 2008, de nombreux films avaient déjà utilisé ces scènes. Parfois comme une blague, parfois pour prolonger un événement du film, ou encore comme un teasing d'une suite possible. Mais l'une des plus marquantes reste celle du film Ferris Bueller Day Off, sorti en 1986. C'est l'histoire d'un ado en terminale qui sèche les cours pour explorer Chicago avec son meilleur pote et sa petite amie. Un film dans lequel Ferris brise régulièrement le 4e mur pour parler aux spectateurs. Et dans la scène post-crédit, on le voit sortir de sa salle de bain et dire au public « You're still here ? It's over ». Une scène absolument culte, forcément, pour tous les fans de Deadpool, puisque le film la parodie mot pour mot. Mais il ne s'arrête pas là.
On sait que Ryan Reynolds adore se moquer de l'univers Marvel à travers son personnage de Deadpool. Il enchaîne donc avec un « Oh, you're expecting a teaser for Deadpool 2. Well, we don't have that kind of money. We expecting Sam Jackson show up with it. » Il faut rappeler que le premier Deadpool a été produit avec un budget minuscule, 58 millions de dollars. Personne n'y croyait chez la Fox. À titre de comparaison, Deadpool et Wolverine, lui, a coûté 200 millions. Et Reynolds ne rate pas l'occasion de tacler Iron Man 1 et sa scène post-générique culte, jouant avec les attentes des fans Marvel qui s'attendent toujours à du croustillant après le générique. Il revient ensuite pour annoncer que Cable fera partie du deuxième film. Parce que oui, même s'il se moque, il sait parler aux geeks qu'on est. Et Ryan Reynolds fait partie des rares à ne jamais s'être plié à la dictature des scènes post-crédits. Et c'est justement ce dont on va parler maintenant. Parce que les scènes post-génériques de Deadpool 2, c'est juste un immense ego trip avec en prime une scène coupée de Baby Fureur. Et dans Deadpool 3, alors qu'il aurait pu se sentir obligé de faire avancer l'histoire multiverselle, Reynolds choisit simplement de confirmer une vanne du film sur la torche humaine. C'est drôle, cohérent avec ce qu'on vient de voir, et ça fonctionne. Tant pis pour les frustrés. Mais avant de revenir à Marvel, il faut comprendre ce qu'ils ont vraiment déclenché. Oui, ce sont souvent les scènes post-crédits qui font le plus de bruit après la sortie d'un film. Elles permettent une immense liberté pour poser les bases de la suite d'un univers. Mais le problème, c'est que Marvel a créé un monstre. Parce qu'en dehors du MCU, ces scènes ont souvent causé plus de dégâts que de vraies constructions narratives des grandes licences. Regardez, Monsterverse, Fast and Furious, ou pire encore, Transformers. Vous ne l'avez peut-être pas vu, mais la fin du dernier Transformers tease carrément un univers partagé avec les G.I. Joe. Tuez-moi. DC, de son côté, a longtemps essayé de résister à la tentation, notamment sous la direction de Zack Snyder, qui visiblement déteste les post-crédits et préfère conclure ses films proprement en intégrant tous les éléments avant le générique. Mais face au succès de Marvel, Warner flanche et décide de retravailler totalement Suicide Squad en ajoutant plus d'humour et sa toute première scène post-générique. On y voit Bruce Wayne récupérer un dossier chez Amanda Waller contenant les profils de tous les super-humains, notamment les futurs membres de la Justice League. Et puis arrive Wonder Woman, produit par Snyder, qui ne sera pas retouché d'un iota et n'intègre donc pas de scène post-générique. Mais alors que Snyder est en pleine production de Justice League, il perd tragiquement sa fille Autumn et se retire du projet. Le film est repris par Joss Whedon, réalisateur des deux premiers Avengers, missionné par Warner pour transformer ce Justice League en version DC des Avengers. Résultat, non pas une, mais plusieurs scènes post-crédits. Une course entre Superman et Flash, puis une scène avec Lex Luthor qui s'évade pour rencontrer Deathstroke. Une scène qui, on le sait, ne mènera absolument nulle part. Et c'est là que les vrais problèmes commencent. Prenons Shazam. Le film tease Mr. Mind à la fin du premier et le retease exactement de la même façon à la fin du deuxième. Ils n'ont même pas pris la peine de caser le perso dans l'intrigue, ils recyclent l'idée comme si de rien n'était. Bon, même délire dans l'horrible Black Adam qui fait revenir le Superman d'Henry Cavill juste pour créer un buzz inutile alors même qu'il ne devait plus apparaître, mais ça c'est la magie The Rock. Ou encore Wonder Woman 1984 qui nous sort l'actrice originale de la série télé sans aucune explication. Puis vient le renouveau avec James Gunn, qui à la fin de son Suicide Squad, nous tease la série Peacemaker. Bon, on verra s'il continue cette tradition dans son MCU à lui dès cet été avec Superman. Bref, oui, la scène post-crédit peut être un art, mais que ce soit pour compléter un film ou faire avancer une intrigue plus large, elle doit être pensée dans un tout, et pas juste, comme trop souvent, jetée à la va-vite par les exécutifs du studio qui n'y comprennent rien et veulent juste faire le buzz sur leur film. Mais maintenant, revenons à Marvel. Comment ont-ils réussi à imposer cette mécanique au point d'en faire une véritable signature? L'art de la post-crédit. On peut dire que globalement, Marvel a fait presque un sans faute pendant près de 10 ans. Et la raison est simple, la saga de l'infini s'est principalement concentrée sur une seule chose, une équipe, les Avengers. Certes, on a eu les Gardiens de la Galaxie qui se sont développés à côté, mais presque tout tournait autour d'un objectif, Thanos. Le chemin était donc clair, net, tracé. Les scènes post-génériques étaient à la fois importantes pour le film qu'on venait de voir et pour annoncer la suite. Mais surtout, elles étaient encore considérées comme ce qu'elles auraient toujours dû être, un bonus. Et pas comme aujourd'hui un truc qui peut sauver ou plomber complètement un film. Notamment dans la phase 1, c'était d'une précision presque jouissive. Et en parallèle des scènes post-crédits, Marvel avait même lancé une série de courts-métrages pour relier ces scènes entre elles. Et c'était fluide. Iron Man 1 nous annonce que Tony Stark n'est pas le seul super-héros et qu'une Avengers Initiative existe déjà. Dans l'incroyable Hulk, on voit Tony aller à la rencontre du général Ross pour récupérer Hulk plutôt que l'Abomination dans ce fameux programme Avengers. Iron Man 2, lui, tease directement l'arrivée de Thor. Thor nous montre que Loki n'est pas mort et prépare donc Avengers,
Et Captain America First Avenger lance officiellement la toute première mission des Avengers. C'est clair, limpide, efficace, chaque film mène au suivant et tous pointent dans une seule direction, le team-up. Et c'est tellement bien construit qu'on pourrait presque croire que ça pourrait s'arrêter là. Mais non, parce que Avengers nous tease encore plus gros. La fameuse scène du shawarma, elle, a été tournée à l'arrache quelques semaines avant la sortie du film. Elle n'apporte rien de capital à part nous montrer les héros comme des types normaux autour d'un repas. Et si vous regardez bien, Chris Evans cache sa bouche avec sa main puisqu'il portait une moustache pour un autre rôle qu'il tournait en même temps. Iron Man 3 casse un peu la tradition. Sa scène post-générique n'a pas vraiment de valeur narrative. Elle nous montre juste que Tony et Bruce restent en bon contact. I drifted. C'est sympa, mais c'est tout. À ce moment-là, Marvel n'a visiblement pas encore une vision claire de la suite et préfère ne pas prendre de risques. Oui, à l'époque, ils avaient encore cette lucidité. Thor The Dark World, lui, relance la machine. Il tease directement les Gardiens de la Galaxie et pose la première brique du mythe des pierres d'infinité. Captain America The Winter Soldier est encore plus efficace. Il trace deux routes, une vers Civil War et une autre qui mène tout droit vers Avengers Age of Ultron. Encore une fois, c'est cohérent, ça suit. Mais vient James Gunn. Alors je vous disais que chez DC, il avait d'entrée commencé à teaser son prochain projet. Et à l'époque, Gunn chez Marvel veut bien jouer le jeu des post-crédits à la sauce Disney, mais il tient à garder ses gardiens à l'écart du reste du MCU. Résultat, ces deux scènes post-crédits ne servent qu'à prolonger le délire de son film. Et franchement, c'est ok. On y voit Baby Groot et Howard the Duck. Rien de plus, mais ça marche. Avengers Age of Ultron, lui, continue de teaser Thanos. Et c'est là que Marvel va faire sa première grosse erreur. On y voit Thanos enfiler le gant de l'infini dans ce qui semble être la chambre au trésor d'Odin. Sauf que, plusieurs années plus tard, cette scène n'a plus aucun sens. Elle ne colle plus avec ce qu'on nous raconte par la suite. Fake. Most of the stuff in here is fake. Mais elle a fait le job. Thanos va récupérer un gant. La phase 2 se termine sur la scène post-générique d'Ant-Man, qui tease simplement Ant-Man et la guêpe. On attaque la phase 3 avec du lourd. Chaque projet a désormais un seul objectif, nous mener vers Infinity War et Endgame. C'est pour ça que les scènes post-génériques restent encore à ce moment-là totalement logiques. Civil War tease deux choses, la Team Captain planquée au Wakanda et Peter qui garde son costume. On est directement envoyé vers Homecoming. Et là, déjà, on sent que quelque chose a changé. On ne tease plus seulement le prochain film, mais ce qui va arriver dans quelques années. De nouveaux personnages étoffent le lore, et les Avengers ne sont plus seuls au centre de l'intrigue. Ici, la scène sert autant à introduire le Wakanda qu'à poser les bases de l'univers de Spider-Man. Ce qui n'était qu'un petit bonus pour connecter les films, devient un véritable outil narratif. Un tremplin vers de nouvelles branches, une promesse vers l'avenir. Et puis vient Doctor Strange. Bon, on avait déjà eu l'erreur du gant de Thanos dans la salle des trophées d'Odin, mais là, c'est encore autre chose. Doctor Strange signe la toute première scène post-générique qui va poser un vrai souci. Un plot hole. La scène montre Mordo en train de traquer des sorciers du monde entier pour leur voler leur pouvoir. C'était censé teaser Doctor Strange 2, où Mordo aurait pu avoir un rôle central. Sauf que le MCU post-Endgame, lui, ne savait plus trop où aller. Et Doctor Strange 2 a changé de script plusieurs fois, jusque pendant la production. Résultat, cette scène devient totalement caduque. Pire, dans une version du film, Wanda devait décapiter Mordo dès l'ouverture. Donc, on aurait eu une scène post-générique qui menait à une exécution dès les 5 premières minutes. Aucun intérêt. Si vous voulez mon avis, ils ont bien fait de retirer cette scène. Parce que franchement, ça aurait juste servi à rattraper cette scène post-crédit inutile. Bref, la malédiction commence. Heureusement tout de même, la deuxième post-crédit, elle nous montre une scène plutôt cool, directement tirée de Ragnarok. De son côté, James Gunn trace sa route. Les Gardiens de la Galaxie Volume 2 balance carrément 5 scènes post-génériques. La première fun, une qui prolonge le film avec Stallone, une qui tease l'arrivée d'Adam Warlock pour un potentiel troisième opus, une nouvelle plus légère avec Groot en ado, et enfin une scène où nous voyons que Stan Lee est en fait un espion des Watchers. James Gunn reste dans son délire, dans son univers, sans jamais teaser l'implication des gardiens dans l'histoire globale du MCU. La scène post-générique de Homecoming ? Un troll. À la Deadpool, sorti 1 an plus tôt. Il se moque du spectateur qui attend un teasing jusqu'au bout. Anodine, mais à l'époque, elle avait vraiment frustré les fans. Parce que oui, Marvel s'est enfermé dans une promesse, et ne plus tenir cette promesse emmène désormais à des critiques. Car oui, déjà à l'époque, les scènes post-crédits doivent teaser la suite, au risque de voir le film subir un bashing. Celle de Thor Ragnarok montre le vaisseau de Thanos, qui nous emmène directement à Infinity War, simple, efficace. Elle annonce la couleur pour le prochain Avengers. Black Panther, lui, nous montre T'Challa qui ouvre le Wakanda au monde. Plus qu'un simple teasing, c'est une vraie suite logique au film. Black Panther, c'est presque un mini-univers dans le MCU.
Mais c'est aussi ce qui permet de centraliser la bataille d'Infinity War en Wakanda. Il ouvre son royaume, prêt à tout sacrifier pour sauver l'univers. Et la deuxième scène, Bucky guérit. Un pas de plus vers la fin de sa rédemption. Et là, on entre dans la dernière ligne droite de cette phase 3, la plus longue de toutes. Infinity War se termine pour la première fois sur une défaite. Et la scène post-générique est cruciale. Elle montre les conséquences du snap à l'échelle mondiale. Des gens disparaissent partout. C'est le chaos, mais un espoir renaît avec ce beeper. Un beeper aux couleurs de Captain Marvel. Ce qui nous mène directement au film Captain Marvel, qui nous montre une post-credit qui se déroule juste après les événements d'Infinity War. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le film passe le milliard au box-office. À l'époque, rien ne fuite sur Endgame, aucun insider ne sont grand public et il y a assez peu de créateurs vraiment spécialisés sur le MCU. Et tout le monde attend cette scène post-crédit pour avoir un indice sur la suite. Et oui, elle ne déçoit pas. Elle nous montre les Avengers en PLS et Carol qui débarque d'un coup en demandant « Where's Fury ?» Mais elle commence quelque chose d'assez malsain. Le film n'est pas considéré comme un très bon film. Au contraire, Brie Larson se fait lourdement critiquer pour son jeu. Mais les gens ressortent ravis des salles de cinéma et ne parlent que de la scène post-crédit. Un phénomène qui va se répéter sur quelques projets par la suite. Et un sentiment que j'ai parfois eu d'aller au cinéma juste pour la scène post-crédit et avoir une bribe de ce qui nous attend à l'avenir. Comme une drogue, j'avais besoin de mon teasing. Ant-Man et la Guêpe, lui, nous montre autre chose, mais qui sera tout aussi important pour Endgame. Comment Scott se retrouve piégé dans le royaume quantique, pile au mauvais moment. Et enfin, la boucle se ferme avec Endgame, le seul film du MCU sans aucune scène post-générique. Et c'est cohérent. Le MCU aurait pu s'arrêter là, et à vrai dire, Kevin Feige, à ce moment-là, à part vouloir aller vers Secret Wars, pour un reboot avec les X-Men et les 4 Fantastiques, ne sait pas vraiment comment y aller. On entre alors dans une phase de doute. Et c'est là que naît la dictature des scènes post-crédits. Quand Sony s'y met, Hollywood n'a pu qu'assister impuissant à ces 10 années de succès pour Disney. Une aventure parfaitement maîtrisée qui s'est conclue par une apothéose. Pour les fans bien sûr, mais surtout pour le studio qui empoche 13,5 milliards de dollars rien qu'avec la phase 3. Une réussite telle qu'elle pousse le studio Sony à tenter lui aussi de lancer son propre univers après le carton du premier Venom. Le fameux Sony Spider-Man Universe sans Spider-Man que j'adore. Non, je déteste chacun de ces films. Et alors là, les amis, Sony nous a pondu des scènes post-génériques mémorables. C'en est presque hilarant. Bon, le premier Venom reste plutôt sage. Il tisse simplement Carnage, ok, c'est propre, efficace, rien à dire. Mais le deuxième, lui, saute sur l'occasion avec la scène mid-crédit de Spider-Man Far From Home. Dans cette scène, le Daily Bugle révèle au monde entier l'identité de Spider-Man. À ce moment-là, la série Loki a déjà introduit le concept du multiverse, mais on n'a encore aucune idée du pitch de No Way Home. Personne ne sait encore que Strange va lancer un sort qui va ramener des méchants et des Spidey venus d'autres univers. Mais ça, c'est pas vraiment le problème de Sony. Il balance une scène post-générique où Venom débarque dans le MCU, alors que Kevin Feige, lui, refuse d'intégrer ce Venom à son univers. Mais Sony s'en cogne. Le but, c'est de faire un maximum de buzz, et ça marche puisque ça fait parler, et les gens vont voir le film juste pour cette scène post-générique. D'ailleurs, Feige répondra en mode passif-agressif dans No Way Home, en renvoyant Venom dans son propre univers, et en laissant juste une micro-goutte de symbiote sur place qui ne servira probablement à rien. Mais ça, c'est encore soft. Parce que l'année suivante, c'est Morbius qui débarque, et là les amis, c'est le move le plus forceur de toute l'histoire des scènes post-crédit. Le film se termine sur une scène complètement what the fuck, le vautour, Adrian Toomes, est mystérieusement transporté dans le SSU. Il sort de prison tranquillou, puis va retrouver Morbius pour lui proposer un team-up. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils assument à fond le truc et que ça n'a aucun sens avec cette réplique surréaliste de Toomes. Has to do with Spider-Man, I think. Yes, carrément mec, t'as raison. Bref, Sony a tout essayé pour donner de l'intérêt à son univers moisi, il y a ces scènes post-génériques sans jamais y arriver. Mais il n'y a pas que Sony qui a sombré dans cette fièvre, parce que Marvel, qui reste le maître absolu en matière de scènes post-génériques, a lui aussi été contaminé. Même si, soyons honnêtes, le début de la phase 4 n'est pas aussi catastrophique que certains veulent le faire croire, il faut quand même reconnaître que le bordel autour de la continuité post-Endgame, combiné aux tensions internes chez Marvel Studios, ont créé une attente monstrueuse du public. Résultat, si les films eux-mêmes ne font pas avancer l'histoire, alors les scènes post-génériques, elles, sont censées le faire. Sauf que ça ne marche que si tu sais où tu vas. Mais avant de continuer, il y a un long moment que je ne vous ai pas parlé de mon serveur Discord, le Buckard Theory Club. Un serveur hyper animé par une équipe de passionnés et une commu de dingues qui échangent autour des théories et news que vous pouvez retrouver directement sur le serveur.
Plus besoin de faire de la veille partout, sur Twitter, Instagram, sur les sites. Non, nos bots s'en chargent pour vous et vous offrent le meilleur des insiders et médias pop culture. Et si jamais vous voulez vous joindre à nous les gars, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans le lien en description, juste en dessous de la sponsor, ou de taper sur Discord le Buckart Theory Club. Allez venez, vous trouverez enfin des gros geeks comme vous pour parler des sujets qui vous passionnent. La dictature des scènes post-crédit. On entre dans l'ère post-endgame avec Spider-Man Far From Home et sa scène post-générique qui envoie direct sur le début de No Way Home. Bon là, impossible de se rater. Mais une deuxième scène nous révèle que Nick Fury et Maria Hill étaient des Skrulls, et que le vrai Fury, lui, est peinard sur une station spatiale entourée de Skrulls. Non mais what? Ah oui, on commence direct fort. Ce film nous tease un truc énorme, les Skrulls sont parmi nous. Sauf que ça nous mène à la série Secret Invasion qui réduit tout ça à un mini-événement, et au film The Marvels où la station spatiale n'a même plus un seul Skrull. Ok, super. No Way Home de son côté renvoie Venom chez lui et nous offre enfin ce que tout le monde attendait, un Spider-Man seul, en mode street level, dans les rues New York. Mais même là, cette scène pourrait être ignorée tant les rumeurs et infos fusent dans tous les sens. S'ils osent encore l'envoyer au bout du monde au lieu de le laisser à New York, je vrille. Mais bon, on va dire que là, c'est la faute de Sony, ou pas. Le vrai point de départ de la saga du multivers, c'est surtout le début des séries. Et elles aussi ont droit à leur scène post-crédit. Et là, vous vous en doutez, ça a foutu un sacré bordel. La première, c'est la fin de WandaVision. Elle tease la bascule de Wanda, jusqu'ici tout va bien, même si, soyons honnêtes, j'aurais adoré voir Strange ici, ce qui était prévu à la base. Une autre scène envoie Monica Rambeau directement rejoindre Fury. La deuxième, c'est à la fin de Falcon and the Winter Soldier. Elle nous montre l'agent Carter, alias le Power Broker, qui est désormais infiltré dans le gouvernement américain. Et là on se dit, ok, ça va chier. Mais 5 ans plus tard, toujours rien. Oui, 5 ans. Je vous rappelle qu'à part Doctor Strange, jamais un projet du MCU n'avait teasé un truc aussi loin. Loki, lui, tease directement sa saison 2. Et là, on adore, cliffhanger, simple, clair, efficace. Tout comme la scène post-générique de Black Widow qui sert à lancer la série Hawkeye. Nickel, rien à dire. Mais c'est précisément à ce moment-là que tout commence à partir en vrille. 100% des films qui suivent commencent à teaser l'ouverture à des intrigues beaucoup plus larges. Comme si chaque scène post-générique devait désormais lancer une nouvelle saga. Alors que non. Tout ce qu'on voulait, c'était juste une prochaine étape, pas un prochain multivers. Et le pire, aucune de ces promesses n'a été tenue. Shang-Chi est un très bon film. Un perso qu'on a envie de revoir rapidement. Et la scène post-générique nous le montre intégrer les Avengers, avec la promesse d'en apprendre plus sur les anneaux. Résultat, on n'a jamais eu aucune réponse. La deuxième scène nous montre que l'organisation criminelle du Papounet a été reprise par Ying Lee. On nous dit qu'on reverra les 10 anneaux. Alors quand? Mystère. Les Éternels, eux, nous introduisent carrément le frère de Thanos, Star Fox, joué par Harry Styles quand même, et son pote Pip. Mais c'est pas fini. On tease aussi Blade avec la voix de Marshall Ali. Sure you're ready for that, Mr. Whitman? Et évidemment, aucun de ces persos n'apparaît avant au mieux 2028. La série Moon Knight tease l'apparition de sa troisième personnalité, Jake Lockley. Sauf que la série ne sera jamais renouvelée. Et on ne reverra potentiellement Moon Knight qu'avec les Midnight Suns, donc encore une fois, après Secret Wars. Nouveau blockbuster, nouvelle scène post-crédit, et là, Doctor Strange in the Multiverse of Madness se loupe complètement. Le film se termine sur un plan ultra dark. Strange, maudit par le Darkhold, lui voit pousser un troisième œil qui s'ouvre sur son front. Genre ambiance dramatique. Et 5 minutes plus tard, on nous balance une scène post-générique où Strange, totalement à l'aise avec cette idée, rejoint Cléa, la nièce humaine de Dormammu, en vadrouille dans le multivers. Ce qui efface totalement la fin du film. Incompréhensible. Oui, la scène est excitante, mais encore une fois, elle ne mène à rien pour l'instant. Et si on prend un peu de recul, on réalise qu'à partir du tout premier film de la phase 4, aucun film ni série n'a réellement mené à un projet concret, validé, prêt à sortir. En gros, à ce moment-là, Marvel est perdu et ne sait plus où il va. Il balance des promesses dingues à ses spectateurs, mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'en faisant ça, ils entretiennent, voire créent la Marvel fatigue. Ils jouent certes sur l'excitation immédiate en salle, pour parfois compenser la qualité moyenne du film, mais les fans, eux, commencent à fatiguer d'attendre une continuité qui n'arrive jamais. Et évidemment, Thor Love and Thunder ne fait pas mieux. Il tease une guerre avec les dieux de l'Olympe, notamment Hercule, une guerre qui, soyons honnêtes, ne verra probablement jamais le jour. Parce que si Thor 5 arrive un jour, il y a de grandes chances qu'il parte dans une direction totalement différente. En tout cas, selon les rumeurs. La deuxième scène, elle, nous montre Jane Foster accueillie au Valhalla. Et là, encore une fois, rien. Nada, aucun suivi pour le moment. Black Panther Wakanda Forever, lui, nous présente le fils de T'Challa, Toussaint, dont le nom wakandais est
T'Challa. Bon, je vais arrêter là parce que vous avez compris, ça mène pour le moment nulle part et on sait pas du tout si ce sera lui le prochain Black Panther ou un mec du multivers. À ce stade, la seule série qui mène directement à un film, c'est Miss Marvel, qui enchaîne sur The Marvels. She-Hulk, elle, va carrément libérer l'Abomination pour l'envoyer à Camartage. Et honnêtement, c'est un truc que j'avais complètement oublié avant de faire cette vidéo. Une phase qui a donc teasé tout un tas de folies, qui, pour la majorité, n'arriveront jamais. Et c'est de toute façon l'un des problèmes majeurs du MCU. Avec la multiplicité des personnages et intrigues, il est presque devenu impossible de réaliser la même recette qui a fonctionné dans la saga de l'infini. Car désormais, les films ne suivent pas la narration des Avengers, menant à des team-up. C'est d'ailleurs selon moi le problème principal du MCU post-Endgame. Sans team-up, il devient alors difficile de réellement lier les personnages les uns aux autres. Mais la phase 5, elle, va marquer un véritable tournant dans l'avenir du MCU. La prise de conscience. Le cas Ant-Man et la guêpe Quantumania est presque un cas d'école. Avec les problèmes judiciaires de Jonathan Majors, le studio ne sait plus sur quel pied danser. Ils sont dans l'attente parce qu'ils fondaient énormément d'espoir sur l'acteur et surtout sur le personnage qu'il incarne. Kang. C'est pour ça que Marvel va modifier la fin du film à la dernière seconde. Kang ne y gagne plus, il perd dans une bagarre de PMU contre Scott. Résultat, Kang Prime, le conquérant, est éliminé du jeu. Mais la scène post-générique, elle, fait grimper la menace d'un cran. On découvre 3 de ses variants les plus dangereux, et surtout le conseil des Kang. Et là, c'est lourd. Enfin, on a l'impression que l'histoire avance. On espère tous voir du Kang partout. Et la deuxième scène tease directement la saison 2 de Loki, pour pousser les gens à s'intéresser à la suite de cette histoire, celle de celui qui demeure. Donc mine de rien, Disney semble être distant, et en même temps, mettre all-in sur Kang. Sauf que, quelques semaines plus tard, Disney vire l'acteur, et tout le plan autour de Kang tombe à l'eau. Et c'est le point d'orgue d'une gestion calamiteuse d'une machine qui pourtant a fonctionné à la perfection pendant des années. Les fans le savent, depuis quelques années, les scènes post-génériques sont trompeuses. Elles mènent souvent à rien, elles surfent sur la hype et ne suffisent plus à attirer les gens en salle. Marvel doit donc reprendre le contrôle, et vite. Première tentative avec Les Gardiens de la Galaxie volume 3, le tout dernier film de James Gunn. Et lui, il a tout compris. Il refuse de teaser un projet non validé, il nous présente simplement la nouvelle équipe sans rien promettre. Et renvoie Star-Lord sur Terre avec un simple message, le légendaire Star-Lord reviendra. Pareil pour Deadpool et Wolverine, qui, comme on l'a vu, utilise sa scène post-générique pour faire une blague. Et c'est tout, en tout cas en salle. Car c'est bien pour ça que je parle de dictature des post-crédits. Parce qu'à peine le film projeté, certains râlent qu'il n'y ait pas une vraie scène post-générique. Et Ryan Reynolds, pour calmer les fans, et pousser un peu Marvel à reprendre son pote, partage une scène coupée qui aurait pu servir de post-générique. Une scène avec Gambit qu'on vient chercher, histoire de teaser son retour vu qu'il a déjà été annoncé dans Doomsday. Mais novembre 2023 marque enfin le retour d'une scène post-générique qui a du sens. Dans The Marvels, on découvre que Monica Rambeau a traversé une brèche du multivers pour se retrouver dans le monde des X-Men. Et là, oui, c'est important. C'est une intrigue qui aura un rôle central dans le prochain Avengers. C'est même ce qui sauve le film. Sauf que problème, la scène fuite le jour même de la sortie. Et ça brise exactement ce qui avait permis au premier Captain Marvel de cartonner. Résultat, The Marvels devient l'un des pires flops de l'histoire du studio. Même si tout le monde retient cette scène, ce n'est pas la seule, puisqu'on en voit une deuxième où Kamala vient recruter Kate Bishop pour son équipe de Champions, une équipe que l'on verra également dans le prochain Avengers. Mais à ce moment-là, on sent que Disney tente de reprendre la main sur sa narration, et il était temps. Cette scène arrive pile avec le retour de Bob Iger à la tête de Disney, et de Kevin Feige à nouveau aux commandes. Derrière, on enchaîne avec le très malade Captain America Brave New World, et rebelote, une scène post-générique bricolée à la va-vite pour sauver les meubles. Sauf que cette fois, c'est complètement raté. Sam se rend au chevet de Samuel Stern, qui lui annonce qu'il existe d'autres mondes avec leurs propres héros, et que Sam n'est pas prêt. Bon, ok, on comprend qu'on nous rappelle l'existence du multivers, qu'une incursion approche, mais globalement c'est flou, c'est vague et sans engagement. Le réalisateur, après en interview, déclare qu'on n'a absolument rien compris, car en fait la scène teaserait l'arrivée d'une équipe d'Illuminati du multivers. Et alors celle-là, Julius, y a que toi qui l'as vu, cousin. Car si même nous, experts, on n'a rien compris, imagine le grand public. Il aurait mieux fait de rester sur les scènes post-crédits de base qui étaient bien meilleures. Enfin, il ajoute que c'est la faute de la grève des scénaristes si c'est aussi mal écrit. Mouais. Bref, tout se joue alors sur Thunderbolt, qui doit marquer le vrai retour à l'ordre chez Marvel. Déjà, avec un film de qualité, mais aussi dans la gestion de la scène post-générique. Et en réalité, on en a deux. La première, probablement tournée par l'équipe du film, est sympa, fun, mais sans grand intérêt.
c'est un bonus, ça pose aucun problème, du moment que c'est pas la seule scène post-crédit. La deuxième, elle, va durer près de 3 minutes, et c'est tout simplement la plus longue scène post-crédit de tout le MCU. Plus long même que les 5 scènes post-crédit cumulées des Gardiens de la Galaxie volume 2. Et pour la première fois dans l'histoire du studio, elle est réalisée par les réalisateurs d'un des prochains films, directement. Les frères Russo à la tête des prochains Avengers. Marvel a compris. Ils reprennent enfin au sérieux cet outil crucial et laissent les Russo en charge de relever Marvel, de gérer leur histoire. Et cette scène, elle reprend tout ce qui a fait le succès des scènes post-génériques. Elle nous présente les nouveaux Avengers, le futur conflit avec l'équipe de Sam et surtout, l'arrivée supposée des 4 Fantastiques sur Terre. Et pour ne rien gâcher, elle regorge d'easter eggs et de détails fun. Car non, ce n'est pas le même vaisseau que celui des 4 Fantastiques vu dans les bandes annonces. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Seul problème, Marvel a voulu trop marketer le film et a tout dévoilé 3 jours seulement après la sortie. Résultat, tout le monde savait déjà ce qu'elle contenait et personne n'est allé voir le film. Car oui, c'est aussi ça l'essence d'un Marvel, la gestion du spoil. Du film certes, mais aussi et surtout de la post-crédit. Et aujourd'hui, tout sort beaucoup trop vite. Mais bon, on va leur pardonner parce qu'ils tentent vraiment de s'améliorer. Bref, avant de conclure cette vidéo, impossible de ne pas parler du prochain Marvel, les 4 Fantastiques. Le film a déjà eu droit à une projection test privée à Los Angeles, et évidemment pas mal d'infos ont fuité. Mais ce qui fait le plus de bruit aujourd'hui, devinez quoi? C'est pas le film en lui-même, c'est la scène post-générique. Oui, encore elle. Et tout le monde spécule sur 1 minute de film. Est-ce qu'on verra Doom? Est-ce qu'on le verra pas? Est-ce qu'il va être teasé? Quelle version? Pour quand? Et c'est peut-être ça la vraie dictature des scènes post-crédit imposée par Marvel. Spéculer sur le fait qu'une micro-scène d'1 minute, en toute fin de film, peut nous combler ou nous plomber la séance. Et franchement, je trouve ça absolument terrible. Encore un grand merci à Car Vertical d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous le rappelle, c'est désormais le réflexe à avoir avant d'acheter une voiture d'occasion. Pour être sûr que l'histoire de cette voiture est bien celle qu'on vous a racontée. De l'historique du compteur à celui des accidents, fini les cachotteries. Donc si vous voulez tester et profiter de moins 20% sur tous les rapports, il vous suffit d'utiliser mon code promo BUCKHART et de cliquer sur le lien en description ou en premier commentaire. Bon, j'espère que vous avez aimé cette petite introspection. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi ça vous est arrivé d'aller voir un Marvel juste pour la scène post-crédit? Si vous n'avez pas encore vu ma dernière vidéo sur l'avenir du MCU post-Secret Wars, ça se passe juste ici. Et je vous la conseille, elle est géniale. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau dossier. En attendant, n'oubliez pas d'être curieux, c'est le secret pour être heureux. Ciao!